Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'entretien de dimanche, c'est politique. L'actualité depuis quelques jours dominée par une affaire qui cristallise les débats et interroge, on peut dire, la moralité publique, l'affaire Ouoro qui renvoie à ce récépissé du parti politique le libéral pour lequel des soupçons de corruption pèsent sur le principal responsable à qui il est reproché d'avoir intéressé financièrement des cadres du ministère de l'Intérieur. Cette énième révélation intervient alors que notre pays déploie des efforts considérables dans la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'aborder de front ces questions avec le secrétaire général du Haut Commissariat de prévention de la corruption, aborder donc la question et comprendre la vision du ICPC face à ces défis afin d'explorer les nouvelles stratégies mises en œuvre pour bâtir un Bénin plus intègre. Monsieur Atinéou, docteur Atinéou, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour aborder la question de la corruption dans notre pays. C'est moi qui vais vous remercier pour cette opportunité. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, la dernière affaire ou la dernière actualité au Bénin nous force à nous intéresser à la lutte que le pays mène contre la corruption depuis des années, puisque nous essayons de mettre en place un état de droit et le maintenir d'ailleurs, mais la corruption sape tous les efforts d'approfondissement de cet état de droit. Avec le HCPC, nous essayons de mettre en place une certaine politique de prévention. Une question qui peut peut-être vous surprendre, Monsieur Atindeou, mais votre position à vous, croyez-vous réellement à l'efficacité de la prévention de la corruption au Bénin? Je vais vous demander de m'excuser pour ce sourire. Ce n'est pas que je suis en train de rire de vous. C'est comme vous approchez un croyant, on va le dire comme ça, ou un religieux, et vous allez lui demander, vous avez déjà vu Dieu? Autrement dit, le fait de n'avoir jamais vu Dieu va conditionner sa foi. Non. On ne voit pas ce que nous sommes en train de faire, ce que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est en train de faire. On ne le voit pas aujourd'hui, mais ce qui se passe concrètement, c'est un investissement sur demain, concrètement, parce qu'on a employé le mot prévention. On aura l'occasion tout à l'heure de rentrer dans quelques détails et je vais vous montrer les va-et-vient incessants entre condamnation, justification pour d'autres et lutte et prévention de la corruption. Mais on prévient depuis des années, au fait, d'où l'intérêt même de cette question précédente, Monsieur Atindéo. Non, disons les choses correctement et de façon concrète. Il y a eu la cellule de la moralisation de la vie publique. Il y a eu l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Et partant de là, je pense qu'il y a eu une vraie réflexion sur le sens de l'usage systématique du volet répressif. Il y a eu le sens de moraliser. On ne peut pas dire à un aveugle de naissance que le ciel est bleu. Pourquoi je dis ça? Je fais référence à la moralisation. On va en revenir tout à l'heure. Mais de façon pratique, il se trouve que ce déversement ou ce renversement de paradigme est dû à la compréhension véritable des enjeux d'aujourd'hui. Et là, je vais m'expliquer. Les adultes, nous pouvons les mettre en prison. Mais il se trouve que nos enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Autrement dit, la véritable prévention revient à s'intéresser à ces cibles. Dites-moi, dans notre République au Bénin, quand avons-nous réellement développé des politiques publiques tendant à prévenir? Autrement dit, prévenir, c'est quoi? C'est empêcher la survenance de quelque chose que l'on connaît. Nous avons certains, ou tout le monde a une certaine définition de la corruption. C'est pas faux. Mais quel est le degré de réciprocité entre compréhension et comportement?
Là, on peut mesurer la prévention. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est allé sur le terrain, dans l'Ouémé, dans le plateau, dans les collines, et la semaine prochaine dans le Borgou. Nous avons pu mesurer que le véritable travail tendant à avoir un Bénin révélé guindé a commencé. En vous entendant, on a pris la chose par le mauvais bout. C'est maintenant qu'on essaie de redresser quelque peu cette affaire. Mais qu'est-ce que vous faites des adultes d'aujourd'hui qui sont justement dans les fonctions publiques et également privées? Est-ce que la prévention ne va pas les atteindre, eux? On n'a pas pris, pour aborder le premier volet de votre préoccupation, on n'a pas pris la chose par le mauvais bout. Je me refuse de classifier ou catégoriser. Pourquoi? Parce que les sociétés évoluent. L'homme aussi évolue. On dit, on en connaît tous, hein, on connaît tous ce dicton, ceux les imbéciles ne changent pas. Donc, il se trouve que ce qui avait été pensé correspondait certainement à, vais-je dire, à la dynamique de la société. Nous sommes en 2025, nous sommes en 2020, parce que je pense à la loi 2020-09, nous sommes en 2024, je pense à son décret d'application, et on se rend compte réellement que la quantité, je vous allez me permettre une parenthèse pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire, la quantité de distraction, de déviance possible, donc d'attraction, en plein mot technique, est encore plus prégnante aujourd'hui qu'hier. Nous avons TikTok, Facebook, ainsi de suite, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et partant de là, j'estime que ce qu'apportent, moi je les appelle des outils, d'autres appellent des moyens, ce qu'apportent ces outils doit être utilisé convenablement aujourd'hui. Hier, nous n'avions pas cette quantité de possibilités. Donc, la prévention doit se mesurer à l'aune de ce que nous avons, de qui nous devons toucher et pourquoi nous voulons les toucher. Maintenant, quant aux adultes, Oui. eh ben, écoutez, il n'y a pas de miracle. On n'attend pas non plus le miracle. Bon, pourquoi pas. Le miracle pour moi, c'est de voir peut-être une Afrique, j'aimerais bien voir avant la fin de mes jours sur cette terre, où on rentrera dans des salles de classe climatisées au Bénin pour les enfants. Donc, je me persuade de ce que ça ne sera pas d'ici 50 ans. Je me persuade de ce que cela ne sera pas d'ici peut-être un siècle. On a encore du travail. Il faut reconnaître. Quant aux adultes, Madame Tobola, la solution est très simple. Qui dévie est sanctionné. Alors, ma qualité de secrétaire général va prendre l'habit du juriste. Dans le droit, on parle du droit déterminateur et du droit sanctionnateur. Le droit déterminateur revient à mettre en avant, faire la promotion des principes, des règles, des lois qui font la République, qui font une société. Et il se trouve que dans cette promotion, nous ne cessons de dire aux gens, ce qui appartient à l'État, c'est pour tout le monde, tu ne touches pas. Mais s'il y a des adultes assez courageux pour le faire, mais écoutez, action, réaction, vous volez, vous allez au Nouf. Excusez-moi cette expression. Gardons même votre expression si vous voulez. On va au Nouf, mais on en sortira. Voilà, merci. Merci. C'est une belle introduction à la suite de ma pensée. Quand on va au Nouf, on en sort comment? Il se trouve que nous devons aller jusqu'au bout de notre réflexion en termes de prévention. Nous devons faire peut-être ce qui marche ailleurs, empêcher ces personnes convaincues d'infractions à la probité, d'actes corruptifs, de revenir au sein de l'administration, au sein de ces sociétés pour encore foutre la zizanie. Vous allez enfreindre à un de ces droits quand même. Effectivement, effectivement. Mais celui qui décide de briser, d'altérer, de détruire la dynamique d'un pays, en touchant à la caisse qui appartient à tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Je pose la question à nous tous. D'accord, la prévention, la justice qui toujours ne décourage pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, peut-être avec le temps, puisque vous êtes investi d'une mission au niveau du HCPCS, il ne faudrait pas aussi penser à la détection. Je ne connais pas les moyens à employer,
Mais c'est vous qui êtes à la réflexion. Vous m'offrez, je dois encore vous remercier, vous m'offrez une nouvelle possibilité de partager avec nos concitoyennes et nos concitoyens les objectifs stratégiques du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Je pourrais, avant de donner les axes stratégiques, il me faut rappeler à nous tous comment le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a conceptualisé sa démarche de prévention. Autrement dit, comment nous voyons les choses, pour parler simplement. Nous estimons que, à un premier niveau, il est important de réaliser une cartographie. On me l'a rappelé 3, 4 fois, il existe SG, il existe une cartographie. J'ai dit, elle est vieillissante. Elle ne reflète plus les situations à risque dans notre pays. Donc, nous allons la mettre à jour. Si vous voulez, employons le mot, mettre à jour la cartographie des risques. La cartographie des risques, c'est quoi? C'est arriver à isoler les déterminants agrégés dans nos pratiques représentationnelles, comment nous justifions la corruption. Donc, comment nous passons à l'acte corruptif. Ça, c'est un. Les situations, les moments, les secteurs, l'environnement, en gros, susceptibles de faire rencontrer le corrupteur et le corrompu. Et un tiers, le tiers est souvent le facilitateur. On reviendra si vous voulez plus tard. Après ce premier niveau, là, je suis dans la conceptualisation. Après ce premier niveau, nous avons un deuxième niveau de la conceptualisation qui revient à agir sur ce que l'on ne voit pas, mais qui conditionne l'action de l'homme. C'est quoi? C'est dedans. C'est l'infrastructure mentale, le psychologie. Nous devons apprendre à nos enfants de 2 à 7 ans, de 7 ans à 15 ans, de 15 ans à 21 ans, et peut-être même voir plus, jusqu'à 25 ans. Il y en a qui sortent des universités à 25, 26, 27. 27 ans, quelle est pour eux l'utilité de défendre la chose publique? Donc, agir sur des habilités. Ça peut passer par la sensibilisation. Pour les adultes, ça peut être le renforcement des capacités, ainsi de suite. Et le troisième niveau dans la conceptualisation, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption estime que si le travail au premier niveau, au second niveau est bien réalisé, c'est très simple. On aura un impact mesurable. Concrètement, on aura un individu nouveau ou en voie de l'être, en tout cas, on parle de changement de comportement. Et si on a un individu nouveau ou en voie de l'être, on aura une société nouvelle. Et si nous avons une société nouvelle, nous aurons un État dans lequel, une république dans laquelle chacun sera sensible à la défense de l'intérêt général. Ça, c'est la conceptualisation. Et partant de cette conceptualisation, nous avons les objectifs stratégiques. Vous avez parlé de détection, effectivement. Le premier axe de ces objectifs stratégiques, c'est détecter et signaler. Puisque nous avons, je vais dire, si bien conceptualisé la chose, donc le premier programme, c'est la réalisation effective de cette cartographie des risques. Plusieurs acteurs et institutions seront concernés. Des universitaires, notamment. Le deuxième programme, je ne vais pas rentrer dans les activités, si on en parle. Non, on va s'ennuyer. Oui, voilà. Oui. Le deuxième programme, c'est signaler. Les lanceurs d'alerte, par exemple. Il y a une réflexion commune qui doit absolument être faite. Il y a les manuels de procédure. Le troisième programme, c'est la relecture de certains textes. Exemple, la loi 2015-035 du 29 janvier 2015, portant transparence dans la gestion des affaires publiques. On a commencé déjà, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a commencé à discuter avec certaines personnes et tout le monde a la même vision des choses. Donc, il faut toucher cela. Après détecter et signaler, nous avons éduqué, sensibilisé. Donc, je vais résumer parce qu'il y a plusieurs programmes, trop de programmes et trop d'activités. L'idée fondamentale pour le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, c'est de participer à une nouvelle émergence de l'éthique et du bien public en République du Bénin. Parce que cette émergence va définir la compréhension de ce qui appartient à tout le monde et va propulser le changement de comportement. Voilà. C'est pour ça que vous misez sur ces jeunes apprenants, en tout cas à travers cette campagne que vous organisez depuis quelques semaines déjà. C'est cela. D'accord. Vous avez mis l'accent sur un élément quand même qui a disparu dans la loi qui crée le HCPC, le lanceur d'alerte. Le HCPC ne peut pas faire le travail tout seul sans aide.
Alors, si cet élément qui existait dans la loi, qui avait créé l'ANLC, qui a été abrogé par la création du ACPC, a disparu, comment vous comptez protéger ces personnes quand même qui vous aideront dans la lutte contre la corruption, Monsieur Atindéou? C'est pas vous qui avez voté la loi non plus, mais bon, c'est vous qui faites office du patron de l'administration de ce haut-commissariat. Oh, le patron de l'administration du haut commissariat, c'est le haut commissaire. C'est Bon, le haut commissaire. Je suis l'administration, qu'un simple secrétaire général, oui. vais-je dire. Je comprends votre question. Voyez-vous, ma qualité d'universitaire dit toujours, comme les Grecs, on parle mieux de ce qu'on sait. Avant de parler, il faut chercher à savoir. Pourquoi je le dis? En République du Bénin, nous n'avons jamais eu de loi tendant à un cadre juridique de protection du lanceur d'alerte. Nous avions, je pense que vous avez dans votre viseur la loi de 2011, 12 octobre, si la mémoire est bonne. Et nous avions cette loi, aussi dans la création, vous l'avez rappelé, de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, qui donne, vais-je dire, des garanties de protection aux dénonciateurs. Il y a dans notre jargon technique une distinction entre une personne qui dénonce un acte répréhensible, un acte immoral, illégal, quand bien même cela se déverse aussi dans les conditions du droit au bénéfice du statut de lanceur d'alerte, mais le lanceur d'alerte, c'est particulier, juridiquement. Le cadre juridique est très sensible. Pourquoi? Parce que, allez, je vais passer par l'envers pour vous faire comprendre ce que je veux dire ici. Il faut déjà distinguer le lanceur d'alerte d'un fuiteur, d'un simple délateur, oiseau de malheur, pour parler comme les sociologues français des années 90, parce que ça part de là, d'un journaliste, d'un frustré de l'administration, d'un frustré d'une entreprise, d'un activiste, d'un fast-booking ou bookiste, je ne sais pas ce qu'il faut dire, qui a plaisir toute sa journée à rester devant son écran et tout ce qu'il sait faire, c'est dénigrer, critiquer. Il faut faire ce travail technique justement pour, voilà, repositionner la véritable nature d'un lancement d'alerte et d'un lanceur d'alerte dans le débat. Et je vais vous donner, c'est pas un scoop parce que je l'ai déjà dit ailleurs une fois, donc disons la vérité, le Bénin va accueillir un atelier régional qui tend à demander déjà à nous-mêmes, à nos institutions sœurs de l'UEMOA, comment nous pouvons, regardant les potentialités socio-linguistiques de chaque pays et du Bénin, notamment en l'occurrence là, comment nous pouvons recalibrer la définition de lancement d'alerte et du lanceur d'alerte pour ne pas justement tomber dans ce qui a été, veuillez m'excuser, de ce qui a été mal fait dans les années 90 ailleurs, ou même ce qui a été mal fait dans les années 70. Si je prends Whistleblower en anglais, les travaux ont commencé en 72-73, ça a été mal fait, et on était obligé à chaque fois de gommer, de corriger. Nous avons aujourd'hui la possibilité de prendre le temps, de bien penser la chose et de sortir. Oui, prenez votre temps et appelez-les comme vous voulez, mais c'est comment vous les intégrez dans votre système, en tout cas dans vos missions, Monsieur Atindéo. C'est ça peut-être le nez réel de ma question. Le reste, peut-être, c'est bon, d'accord, c'est bien de soulever des incompréhensions ou des insuffisances, mais la question reste quand même posée. Ça existe déjà. Aujourd'hui, il est vrai que il n'y a pas cet instrument, peut-être vous faites allusion à cela, cet instrument, cette loi qui fixe clairement le bénéfice de la protection. Mais il y a autre chose. Il y a la possibilité de dénoncer de façon anonyme. Pourquoi? Je le dis. Parce que ailleurs, la subtilité qu'ils utilisent pour protéger véritablement un dénonciateur, lanceur d'alerte, c'est anonymiser. Je prends un exemple concret. J'étais, en tant que, bien sûr, secrétaire général, je ne suis pas parti pour du tourisme, à Yamoussoukro, pour le lancement de l'Académie de la bonne gouvernance
et anticorruption, leadership anticorruption, pardon, on a eu cette discussion. Les Ivoiriens, je ne sais pas si vous avez une idée, dans leur département, de cette institution, ils ont un budget de 4 milliards. Je dis bien un budget de 4 milliards de francs CFA par an pour anonymiser. Si possible, même changer l'aspect. Si possible, déplacer d'un pays toutes les personnes qui dénoncent. Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas de loi fixant le cadre juridique des lanceurs d'alerte. Mais des dénonciateurs, oui. Et nous avons la possibilité, au lieu de dépenser 4 milliards, nous avons la possibilité de permettre aux gens de dénoncer de façon anonyme. Quand nous avons l'information utile, parfaite, suffisante, nous pouvons déclencher des procédures, des instructions. Donc, on va dire que nous sommes dedans. Voilà. Dans les missions et attributions du Haut Commissariat de prévention de la corruption, il y a une partie qui prévoit que cette structure puisse faire, je paraphrase, hein, je ne peux pas dire exactement ce qui est dans la loi, en tout cas faire le tour des institutions pour détecter justement ces situations de corruption, etc. Si vous l'avez fait, est-ce qu'au ministère de l'Intérieur, ce problème allait survenir, Monsieur Atindéo? J'aime l'entrechambre, pour ne pas dire l'arrière-cour de votre question. C'est ma qualité, hein, de pouvoir détecter ce genre de choses aussi aisément. Il me faut rappeler, en même temps, par votre question, quelque chose à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Le haut-commissaire a prêté serment le 22 juillet. Le secrétaire général et le chef de cabinet ont eu leur nomination au Conseil des ministres le 25 septembre 2024. Nous avons eu le premier CODIR le 30 septembre 2024. Nous avons eu, vais-je dire, une transition dans la gestion financière, donc dans la capacité, possibilité de poser des actes financiers, donc le budget, je veux dire. Je sens que vous cherchez l'échappatoire. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Je dois répondre parce que ceux qui nous suivent, il faut les prendre au sérieux. Ils méritent le droit à l'information est un droit constitutionnel. Absolument. Donc je dois être clair, surtout en ma qualité de secrétaire général. Raison pour laquelle je vous prie de m'excuser. Je prends le temps de numérer. Vous voyez comme cette histoire qu'on sort du corps malade, c'est un peu ça. Oui, vous prenez peut-être un peu trop de temps là. Donc je vais accélérer. Et donc 30 septembre, le premier CODIR. Octobre, novembre, on organise la journée nationale de lutte contre la corruption. Le 9 décembre, la journée internationale. Janvier arrive et nous sommes au mois de mai. Nous avons une pile d'activités parce qu'il fallait relancer le Bénin dans le cadre de la coopération internationale tendant à la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que je vais concrètement dire? Nous avons rencontré les ministres, nous avons rencontré certains acteurs. Mais dites-moi, de façon honnête, quand on veut bien faire les choses, quand nous aurons le temps de dire « Ah, bonjour les frères et sœurs, nous venons de naître, accompagnez-nous, permettez-nous d'agir ». Quand aurions-nous le temps, lorsqu'il faut aller sur le terrain aussi, quand aurions-nous le temps, lorsqu'il faut relancer le Bénin dans la coopération internationale et sortir un programme qui, je le rappelle, a besoin de 19 mois techniquement pour être bon? Dites-moi, si vous avez la réponse, je prends. Je ne suis pas, je l'ai dit d'entrée de jeu. Je suppose que c'est une question rhétorique, parce que vous savez que je ne pourrais pas répondre à vos frères. C'est vous qui vous laissez à l'exercice, donc je vous laisse continuer, monsieur Atindéo. Concrètement, ce que je vais dire par là, le travail sera fait. Je viendrai, si possible, si vous voulez bien, encore de ma personne en tant que secrétaire général. Vous prenez le temps, en fait, c'est ce que vous dites. Vous prenez le temps pour mieux appréhender ce qu'il y a à faire. Exactement. Ce à quoi vous faites allusion dans le décret 2024-1004 du 26 juin 2024, c'est circonscrire les dysfonctionnements et les faiblesses. Bien. Nous avons, je prends par exemple, puisque vous touchez la chambre, pourquoi je dis que je vois l'antichambre et la récours de votre préoccupation, de votre question. Lorsque nous avions discuté avec le Dr Sédou, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avec une séance de travail, il nous a donné, et je lui dis encore merci aujourd'hui, il nous a donné toutes les garanties que lorsque nous serons prêts, toute son équipe va nous accompagner. Donc, disons correctement les choses, ce travail-là
n'est pas encore réalisé. D'autres choses se font, mais ce travail, en l'occurrence, n'est pas encore fait. D'accord. Alors, cette affaire qui, quand même, défraie la chronique et qui est sur toutes les lèvres, comment au commissariat vous la prenez concrètement? Est-ce que c'est un nouveau défi, un élément qui montre l'inefficacité de la prévention? Comment vous la prenez concrètement? Il m'a plu de vous entendre articuler affaire. Pourquoi je le dis? Par tradition. Je dis bien par tradition. Parce que même les principes de Jakarta ne prévoient pas cela, mais par tradition, une institution de lutte contre la corruption, en charge d'impulser la transparence dans la gestion des affaires publiques, en charge d'impulser, de participer à l'intégrité de l'administration, vais-je dire, se met en retrait lorsqu'une affaire est pendante devant les juridictions. Et vous allez m'excuser de respecter cette tradition. Il y va de la notoriété, la respectabilité de l'institution. Maintenant, je vais répondre. Pas dans le dossier. Merci. Voilà. Donc, merci Maintenant, de répondre à la question. On dit, ou il est dit, que lorsqu'on crée une structure pour demander aux citoyennes et aux citoyens de faire confiance en cette structure a un dirigeant, a une équipe dirigeante, et que soi-même on se permet des actes qui sont contraires aux valeurs de la République, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais nous avons tous une compréhension de la chose. J'ai, pas, si vous voulez, je peux vous le laisser en partant, j'ai ici un compendium très bien réalisé, un cadeau du ministère du Travail et de la Fonction publique. C'est le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. Tout est clair dedans. Tout est clair. En l'occurrence, l'article 14, 15, 16. Et on peut même aller plus loin. Je peux vous parler de la 2015-18 du 1er septembre 2017, parce qu'il y a un petit décalage. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Soyons sérieux. J'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas parler de cette affaire pendant la juridique. Mais il est important que chacun de nous comprenne l'importance d'être exemplaire. La question que je vous posais tout à l'heure, c'est comment le HCPC prend cette affaire? Serait-ce, comment je vais dire ça, un nouveau défi pour vous dans vos élans ou un échec simplement de la prévention? En fait, c'est ça, en réalité, ce qu'on cherche à savoir. Non. N'abordez pas ce qui est sérieux de cette façon. La question n'est pas sérieuse, monsieur Attine. Si, elle est très. Ce que je veux dire, c'est on ne peut pas parler de nouveaux défis ou d'échecs. Je vous ai rappelé les dates, début d'activité. Raison pour laquelle on ne peut pas parler d'échecs dans un premier temps. Défi, oui. Je l'entends. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore inventé un homme nouveau. Je ne sais pas, hein, dimanche, beaucoup vont à l'église. Vendredi, beaucoup vont à la mosquée. Bon, mais on n'a pas encore inventé un homme nouveau. Ce que je veux dire par là, l'homme reste l'homme avec sa trivialité, avec ses grandeurs, ses bassesses. Mais donc, un compendium ne changera rien. Je vois que vous êtes plus au fait de ce que je veux dire, et ça me plaît déjà. Ce qui veut dire que le HCPC fait bien son travail. Si vous comprenez que un simple papier, des textes, ne vont pas produire ce que nous espérons tous, je suis votre alors, logique en réalité. Hein, oui, justement, ce que je viens de dire n'est en soi pas une logique. Parce que c'est une évidence, c'est un truisme. La chose est comme ça. Si nous programmons, là je dis programmer, nos enfants ne sont pas des computers, hein, mais si on arrive à leur injecter l'ensemble des éléments cognitifs participant à leur évolution psycho-physique, après 7 ans, après 15 ans, je pense qu'on ne sera plus en train de parler de défis. On parlera en citant le Bénin, de femmes et d'hommes intègres. On l'a entendu ailleurs. Cela s'est passé comment? C'est une construction dans le temps et dans l'espace. Et nous pouvons le faire aussi. C'est tout. Donc, ce défi, oui, je l'accepte en ces termes. Ça veut dire que nous devons redoubler
de vigilance, nous devons encore travailler avec une rigueur implacable. Oui, j'accepte ce beau défi, mais échec, non. D'accord. Un défi pour vous. Je veux qu'on fasse un petit exercice par rapport à ce qu'on a entendu dire. L'un des conseils de Monsieur Ouoro, qui fait d'ailleurs son travail. Mais cette préoccupation ramène une question, on va dire, sociologique particulièrement complexe au Bénin. Je parle de cette déclaration qui voudrait faire entendre au Bénin que les aveux faits par les mises en cause, les sous ont été remis post-factum, c'est-à-dire après l'obtention du récépissé. Donc, dans le commun des mortels, on essaie d'allier cela à notre manière de gratifier, d'être généreux envers quelqu'un qui nous fait un service qui nous a plu. Et voici moi ma question fondamentalement. Existe-t-il une différence concrète entre la générosité et la corruption contre laquelle vous vous battez au HCPC, Monsieur Atindéo? Euh, J'ai 3 volets pour aborder cette question et je vous remercie, puisque c'est une préoccupation mondiale. À Vienne, en Autriche, au mois de février, nous avons abordé ce fait. Et il y a la reprise de la session qui, justement, au mois de juin, qui, à 80%, sera consacrée à ces mesures préventives et aussi à cette problématique de cadeaux, dons, ainsi de suite. Bon, je vais demander, je profite de votre caméra, je vais demander à ceux qui aiment encore lire, de lire un article de Michel Inaf, 2014. Le titre, c'est « Le don perverti pour une anthropologie de la corruption ». Pourquoi je le dis? Et je vais rentrer dans quelques détails avec vous. Et vous allez m'excuser d'être un chouïa technique. C'est important, puisque vous avez dit sociologiquement. Bon. La gratification, on remercie quelqu'un. Pour l'autre, pas précis. Pour l'autre, c'est un acte de gentillesse, de générosité, même de la courtoisie des affaires. On peut considérer ça comme ça. Mais à partir du moment où nous avons des textes dans notre République qui, de façon formelle, posent pour interdiction à un agent de l'administration publique, article 14 de ce code d'éthique et des valeurs de la République, notamment, d'accepter, de recevoir ce type de cadeau, alors il n'y a pas de débat, à mon avis. Il n'y a pas de débat. Maintenant, on va revenir à autre chose qui a été discuté à Abuja au mois d'avril. Nous nous sommes dit en Afrique, nous avons une manière de célébrer les relations sociales. L'autre nom pourrait s'appeler hospitalité. Ça ne veut pas dire que les autres sont méchants, ils ne s'aiment pas, voilà, ils vont faire... Non, pas cela. Mais lorsque on est au service d'une république, surtout dans l'administration publique, que les textes vous obligent à ne pas accepter, vous n'acceptez pas. Si vous, Madame Toboula, je suis désolé de le dire, si vous m'offrez un bélier, vous dites, oh bon, Tabaski arrive, j'aime bien, ça fait des années qu'on se connaît. Est-ce pour vous un acte de générosité ou d'expression de ce que vous-même vous êtes, le savoir-vivre? Nous devons mener cette réflexion. Mais les textes sont les textes. Quand il est interdit à un agent de la fonction publique de ne pas accepter ce type de cadeau, de don, même s'il n'a pas expressément exprimé, excusez la répétition, la demande. Il fait son travail et puis moi, peut-être, je donne un exemple où Inks, très satisfait pas de la célérité en tout cas, du sérieux qu'il a mis, surpris même que dans l'administration publique, il y a encore des gens qui aiment autant leur travail. Je dis, mon frère, je prends même le plus simple du bout, je dis, mon frère, je t'offre une bière, juste pour ce que tu m'as fait, vous me dites que je l'ai corrompu. Non, je ne sais pas ce que je lui ai dit. Hein. Non, moi je donne un autre exemple à ce que vous dites. Oui. Ou même, je lui offre de l'argent pour dire merci pour le sérieux que tu as
Il lui a dit, ou à faire en tout cas dans mon dossier, vous me dites que je l'ai corrompu. Et vous, vous offrez en quelle qualité? De citoyen satisfait. À qui? Quelle Ben, est la qualité de la personne à à qui vous celui qui me fait offrez? le travail. Bah, un agent. Non, en fait, on essaie de comprendre le reproche qu'on fait à un citoyen béninois d'être généreux. Ah non, moi je ne... En fait, C'est c'est pas moi. la Hein. lutte, justement, non, c'est pas vous, mais Oui. nos tests. Oui, Nos tests reprochent aujourd'hui d'être généreux en République du Bénin. l'obéissance à la loi prescrite est liberté. C'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord. Les tests là, est-ce qu'ils répondent finalement à notre sociologie, M. Atindéo? Bien. C'est maintenant que vous posez autrement la question et c'est maintenant qu'il y a de la jouissance dans votre interrogation. Pourquoi je le dis? Parce que sociologiquement, nous devons nous poser une question. Est-ce dans le cadre de mes fonctions? Si c'est oui, on n'accepte pas de cadeau. Si ce n'est pas dans le cadre de mes fonctions, aucun texte ne m'interdit de recevoir quelque chose. Et dans ce que vous venez de dire, sociologiquement, par rapport à nos réalités, alors c'est interdit. Si tel est le cas, M. Oui. Atindéo, on va tous se retrouver en prison de Mais non, 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 ne balayons pas notre maison avec des facilités. Moi, j'appellerais, c'est pas vous, je dis pas vous, parce que j'ai entendu beaucoup de choses cette semaine. Ne balayons pas notre maison avec des facilités langagières. Pourquoi je le dis? On nous dit qu'il y a des textes, on nous dit qu'il faut les respecter. On nous dit que, en vertu de vos fonctions, des fonctions que vous exercez, vous n'avez nul droit d'accepter cadeau. Peut-être que là où la réflexion doit se poursuivre, et là, excusez-moi d'être un peu à cran sur cette question, là où la réflexion doit se poursuivre, et ce n'est pas le secrétaire général qui vous parle, c'est l'universitaire, c'est est-ce que nous avons plafonné, est-ce que nous avons un plancher ou un plafond dans notre principe d'interdiction, ou c'est tout interdit. Et quand je lis aujourd'hui les textes, c'est tout interdit. À partir du moment où on a cette fonction, que voulez-vous que le pauvre Olivier Charles fasse? Moi, j'applique les textes et je suis obligé de dire que le texte nous a dit de ne pas faire ou de faire ceci et je le ferai. Mais puisque le Haut Commissariat a la possibilité de donner avis, Oui. lui, M. Atindéo, est-ce que vous n'allez pas aussi émettre des avis sur peut-être ce qui peut être considéré comme des limites un peu de notre législation en matière de lutte contre la corruption, puisque nous voulons que le combat soit efficace et que nous avons des pratiques qui sont complètement en marge de ces tests-là. Est-ce que vous n'allez pas faire justement dans cette, je vais pas dire, en tout cas c'est un plaidoyer le faire, pour qu'on puisse réellement les adapter nos tests à ce que nous faisons, en tout cas à nos pratiques, moins les occidentaliser, comme l'aurait dit quelqu'un. Avant de répondre de façon franche, encore une fois, à votre question, nous sommes dimanche et les chrétiens ont une belle prière. Lorsqu'ils disent « je reconnais que j'ai péché », ils disent « en pensée, par action et par omission ». Ça, c'est les catholiques, oui. Oui, n'est-ce pas? Omission. On peut pécher par omission. Ça veut dire que l'intentionnalité de corrompre la conscience de quelqu'un n'est pas, mais le geste, l'acte réalisé, l'acte est interdit dans la République. Mais combien sommes-nous dans cette... Donc je viens justement. Non, permettez-moi cette question. Vous allez poursuivre. Excusez-moi de relancer une autre question dans une réponse. Mais combien sommes-nous à lire les tests dans un pays suffisamment analphabète, comme on le dit souvent? Et on nous appliquera, nul n'est censé ignorer la loi. Attention, ceux-là dont vous parlez tout à l'heure, si j'ai bonne mémoire, ils savent lire et écrire. Ceux qui acceptent, qui sont fonctionnaires et qui acceptent des cadeaux. Oui, allant violer les textes, ils savent lire et écrire. Oui. Maintenant, merci encore une nouvelle fois, le Haut Commissaire à la prévention de la corruption a déjà dans ses cartons le code des usagers que nous allons vulgariser dans toutes les langues. Nous serons sur le terrain pour dire à ces usagers du service public, ne sortez pas de sous dans la réalisation de tel acte. Interdisez-vous des actes susceptibles de participer à l'effraction à la probité. Ça va se faire. Vous pouvez nous inviter, s'il vous plaît. Donc, je revenais sur ce que j'étais en train de dire. Lorsque vous dites que, sociologiquement, vous l'avez rappelé, est-ce qu'il ne faut pas s'interdire d'occidentaliser? Excusez-moi, hein.
Qu'est-ce qu'on occidentalise concrètement? Est-ce que ce sont nos manières de faire, nos manières de penser, nos manières d'agir? Nos lois Les ont une lois? source. Les lois? Oui, le loi a eu une inspiration. Bien sûr, à un esprit même. Oui, l'esprit des lois. Donc, Donc, si les lois ont une inspiration, alors l'inspiration est divine, Madame Togola. Il est vrai que certaines administrations ont quelques siècles sur notre pays, notre continent africain, pour le dire aussi simplement. Mais lorsque nous sortons un texte, concrètement, elle reflète la société dans laquelle nous sommes. Si vous dites à tout le monde, à toutes les Béninoises, à tous les Béninois, que c'est maintenant que nous devons avoir une nouvelle réflexion par rapport à ce sujet, là, c'est recevable. Là, je peux comprendre. Mais ce qui fait stabilité des institutions, c'est applicable à nous tous, pour le moment. Mais je prends autrement votre question pour me dire que ne serait-ce pas le moment de faire asseoir tout le monde? je l'ai posé. Oui, je viens, justement. C'est une suite. Mm. Ne serait-ce pas le moment de faire asseoir tout le monde et de nous dire concrètement qu'est-ce qui est cadeau, qu'est-ce qui n'est pas, où on interdit formellement. Ou, lorsque ça dépasse un certain seuil, il faut obligatoirement, cela se fait ailleurs, il faut obligatoirement déclarer à son supérieur par voie hiérarchique. Comme ça, c'est consigné dans les livres. Et on sait tout de suite ce que l'agent de la fonction publique, hein, bien sûr, madame, monsieur, a reçu. Et de ce trop qu'on lui donne, il mérite un pourcentage qui est défini par la loi. Il y a quelques pays qui le font. On peut penser à ça. C'est une réflexion qui n'est pas à jeter, ma foi. D'accord. Certainement que vous prenez note Exactement. pour pouvoir Exactement. matérialiser Oui. cela. Au vu ou à l'aune de tous ces éléments que nous venons d'aborder, Monsieur Atindéo, quel est l'élément que vous pensez sur lequel il faut mettre aujourd'hui le curseur pour atteindre les objectifs à la hauteur de ce mécanisme de lutte contre la corruption que nous avons mis en place? Là où il faut mettre le curseur, il y a quelqu'un qui a dit, c'est quasiment une inspiration pour moi, mon peuple meurt faute de connaissances. Vous allez encore m'excuser de citer Honoré Balzac. Le crime découle de l'ignorance. Il faut, à mon avis, investir copieusement dans la culture et dans l'éducation. Voilà la solution. Les autres, on le fait. Aujourd'hui, on cite les Danois en modèle. Mais permettez-moi de vous dire que la culture danoise est une architecture. Tout est architecture, tout est énergie. On ne se lève pas avec un claquement de doigts pour faire les choses. Non. On pense, on rectifie, on agit, on fait un retour d'expérience. Tout est architecture, tout est construction et co-construction. Le Bénin a amorcé ou a commencé sa marche progressive vers cette construction de l'intégrité. Et cette construction de l'intégrité, c'est l'éducation. Il n'y a pas de miracle. L'éducation et la culture, c'est aussi simple. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'alphabétisme. À quel moment nous allons régler, on va dire, excusez-moi, ce problème pour que ceux qui n'ont même pas, quelque part, dans le confin de Glasgow, j'en parle parce que j'y étais la semaine dernière, confin de Savalou, ou ailleurs, ou à Serrouet, ou je ne sais quoi encore, puissent avoir accès à ce que nous écrivons dans les grosses capitales. Je ne sais pas si vous voyez où. Bien évidemment. Voilà. Donc, lorsque nous avons réussi à faire de la ménagère reculer très très loin de la capitale, une femme capable de comprendre ce que nous disons dans ces capitales, alors nous aurons de façon durable sur des siècles un Bénin révélé. Alors, dans les écoles que vous investissez depuis quelques semaines, qu'est-ce que vous dites concrètement aux enfants? Vous leur parlez intégrité, intégrité, intégrité? Est-ce qu'ils y comprennent même quelque chose à votre affaire d'intégrité? Ah, Madame Toboula, attention, les enfants risquent de débarquer ici parce qu'ils Moi, je comprennent pose la beaucoup. question, je n'affirme rien. Elle est interrogative. Oui, enfin, vous savez, ça dépend des cibles. On ne va pas débarquer
devant En fait, des... c'est savoir, faut comprendre concrètement l'approche. L'approche, elle est, je vais dire, tridimensionnelle. Je m'explique. Lorsqu'on a un public de CM1, CM2, par exemple, on crée une situation d'apprentissage. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font au quotidien qui n'est pas bon. Des actions, des actes pour lesquels maman, papa ne sont pas contents. Ils nous en parlent d'abord. Et on leur demande, qu'est-ce qu'ils savent alors de la relation entre ces comportements, eux, l'école et le pays. Vous serez étonnés, ils ont déjà des cours dans leur éducation civique et morale, des cours sur la corruption. Ils abordent le sujet. Ils ont une définition, mais claire, de la corruption. Je peux envoyer à votre rédaction nos éléments, les roches. On les court aussi également. Oui. On les court. Vous savez. Ah oui, j'ai vu vos équipes sur le terrain. Donc, ne pensez pas que c'est parce qu'on a 40 ans, 30 ans, qu'on n'est plus, between brackets, entre guillemets, en parenthèse, on est plus sachant qu'un enfant qui a la 6e. Non, c'est faux. Tout ce qu'on a de plus, c'est l'expérience et l'âge. Parce qu'une tête bien faite, c'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Après, on a parlé d'éducation et de culture. Nous sommes en plein dedans. Pour les élèves de la classe de 4e, seconde et première, parce que ce mois de mai, il y a les examens qui se profilent, donc il y a beaucoup de révisions. On n'a pas pu rencontrer les élèves de la 3e. Le discours est encore plus, comment je vais dire, plus fort. Ils comprennent l'intégrité. Ils comprennent le lien de causalité entre la culture d'intégrité et la bonne gouvernance, la consolidation de l'état de droit et la croissance économique. Ils le disent eux-mêmes. C'est dedans, c'est dans les éléments, je ne vante rien. Il y a même des élèves de la première, j'étais fort surpris, qui ont parlé d'élévation de la conscience. Il y a quelqu'un qui a clairement dit, un élève, nous étions, c'était Glasgow, CG1 de Glasgow. J'ai l'élément, oui, CG1 de Glasgow. Il a clairement dit que, oui, on dit qu'il faut mettre, la crielle va intervenir, il faut investir dans l'éducation, la culture, tout ça, mais que lui, il pense que si chacun ne fait pas le travail à son niveau pour élever sa conscience, rien ne marche. Justement. Voilà. Ça, c'était une très belle réflexion. Mais bien sûr. Parce que Non, cette éducation précoce à la citoyenneté n'est pas systématiquement une garantie de l'intégrité que nous voulons, en tout cas que nos agents publics aient dans l'administration publique. Bon. Je vois encore la réécho de votre pensée, et si vous me permettez, puisque nous sommes dans l'échange, et vous croyez en Dieu. C'est certain. Celui ou celle qui croit en Dieu n'a jamais vu Dieu. Nous sommes d'accord, n'a jamais vu Dieu. Le mot intégrité, on l'écrit, mais personne n'a touché son énergie. On ne peut qu'extrapoler ou penser aux conséquences, aux externalités positives, aux conséquences positives de la culture d'intégrité dans notre République. C'est pareil. Pourquoi dire que, oui, il a une bonne réflexion, ce trait, j'ai partagé cela. Et je vais même expliquer, je dis là, cher monsieur, là, vous venez de m'activer. Parce qu'intellectuellement, j'adore qu'on me bouge. C'est excitant pour moi. Et j'ai pris mon temps pour leur parler de la construction de la réalité sociale, de leur parler de ces auteurs. Ils étaient très innotés. De leur parler de Jean-Paul Sartre, de leur parler de Wittgenstein, le comme si, pourquoi on fait les choses comme les autres, pourquoi ainsi de suite. De leur parler de Bergson et son obsession du temps, de la réalisation des choses. Et ils ont pris. Ça ne les a pas ennuyés. Mais non. Parce que les philosophes, généralement, quand on n'en est pas amoureux, excusez-moi, cette digression, vous pouvez continuer. Non, c'est pas de la digression, parce que vous m'offrez, mais je pense que vous êtes d'une très forte et belle inspiration en ce jour. Et pourquoi je le dis? Parce que j'ai déjà entendu des femmes et des hommes, après mon passage dans certaines émissions, dire, affirmer que oh, c'est de la philosophie. Et j'allais presque maudire mes années d'études quand j'ai eu une déclic. Je me dis, mais tiens, mon peuple meurt véritablement faute de connaissances. Je me suis dit intérieurement. Pourquoi je le dis? Parce que ailleurs, nous cherchons, quand nous nous rencontrons,
dans le cadre de la coopération internationale visant la lutte contre la corruption, nous partageons, nous échangeons les bonnes pratiques. Ailleurs, les bonnes pratiques, veuillez m'excuser pour le mot, ont été pondues par des universitaires et beaucoup par des philosophes. Tout à l'heure, j'ai cité Michel Hénaf. C'est un universitaire, Université de Californie. Vous pouvez regarder les experts de l'OCDE, par exemple, aux États-Unis. Quels sont ceux-là qui pensent véritablement de ce fléau, cette maladie de la démocratie qu'est la corruption? Ce sont des universités, des juristes, des philosophes, des sociologues. Donc, arrêtons, parce que la réflexion semble être un chouïa, un tout petit peu transcendantale. Tout de suite, oh, c'est de la philosophie. C'est parce que vous comprenez la philosophie que vous croyez en Dieu. Bon, vous pouvez continuer. Oui, donc, vous avez parlé de nombre de philosophes assez apprenants. Non, pas de nombre de philosophes, c'était des exemples. Vous en avez cité quand même. Voilà. Oui. C'était des exemples, mais nous avons plutôt mis l'accent sur l'intérêt pour chaque Béninoise et chaque Béninois, et je l'ai dit tout à l'heure, de défendre le bien public. J'ai schématisé, j'ai essayé de leur montrer en visualisant les retombées, ce qu'on fait avec cet amour de son pays, cette fierté d'être béninois. Et ils ont compris. Je leur ai donné des exemples de construction étatique, de sociologie historique. Je leur ai parlé du Canada, je leur ai parlé de la France, je leur ai parlé même de la Côte d'Ivoire, je leur ai parlé du Ghana, je leur ai parlé du Nigeria, des contre-exemples, des soubassements dans les exemples. Ils comprennent. Ils estiment simplement, et je vais le dire, que ceux-là qui sont en responsabilité, c'est un revenu. Donc, nous sommes dans la réflexion pour voir quel est le programme. D'ailleurs, il y a un programme de redevabilité au Bénin. Ceux-là qui sont en responsabilité, comment le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est en mesure de les obliger à donner l'exemple. Voilà ce qui sort globalement de nos partages. Moi, je pense à comme un partage sur le terrain. Parce qu'on rencontre des personnes qui nous donnent beaucoup. Parce que nous pensons venir donner, mais qui nous donnent beaucoup. Qui nous permettent d'ajuster les politiques publiques. C'est comme ça qu'un pays avance. Et moi, je vois ça comme ça. C'est une première phase. Et raison pour laquelle nous avons choisi que 4 départements pilotes. Le plateau, l'Ouémé, les collines, le Borgo. Et 3 communes dans chaque département. En fonction du retour d'expérience, du RITEX, nous allons, je vais dire, ajuster ou carrément modifier notre approche pour 2026. Mais avant 2026, nous aurons encore un autre test début septembre. D'accord. Alors, ces enfants à qui vous parlez, certainement qu'ils ont des parents au sein de l'administration publique, même privée, puisque la corruption ne concerne pas que les agents publics. Peut-être, je dis peut-être, qui s'adonnent à ces actes, en tout cas se laissent corrompre. Est-ce qu'il y en a eu qui vous ont expliqué pourquoi ils se donnent ils se laissent à ces ouvertures, ils se restent, je ne vais pas parler de pauvreté, mais est-ce que vous essayez de comprendre le pourquoi pour pouvoir mieux adapter la thérapie? Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir dans ma question. Très bien. Très bien. Si j'étais un sociologue marxiste, je poserais autrement la question avec une citation de Karl Marx. Les conditions d'existence matérielle déterminent la conscience de l'homme. Mais parfois on fait erreur. Vous savez pourquoi on fait erreur? Parce que nos fortes personnes du quotidien, nos pères, nos mères, qui galèrent, qui travaillent, qui transpirent, ce ne sont pas ces acteurs-là qui décident de sectionner copieusement les caisses de l'État. C'est, comme m'a dit une étudiante, c'est les Akowé, qui sont à un certain niveau de responsabilité. Et maintenant, je vais répondre à votre question. On pourrait reverser cette question en termes de quelle est la sémantique de la corruption au quotidien. Pourquoi je le dis? Parce que pour certains, pour justifier et légitimer la corruption pour certains est une, je vais dire, récupération. Je récupère ce que j'ai investi. Et vous voyez à peu près de quoi je veux parler. La corruption, pour certains, c'est redistribution. Je suis le seul fils de la famille. Je suis le seul à aller à l'école. La demande sociale est trop forte. Si je dis non, vous pensez que j'en ai, moi et ma petite famille, on en profite. Eux, je ne pense pas à eux.
ils vont me faire du mal. On l'a entendu. On se renseigne. Parce que je l'ai dit qu'il y a quelque chose en cours en termes de cartographie. On se renseigne. Donc, celui-là qui est sous pression, et d'ailleurs, le troisième champ sémantique, c'est la pression sociale qui conditionne la redistribution. Oui, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'élever la conscience, vous avez beau lever la conscience, mais s'il y a cette pression-là, est-ce qu'on peut continuer? Justement, si on élève la conscience, il n'y aura pas cette pression. Vous pouvez continuer, Donc, on va revenir. Donc, dans la corruption comme récupération, la corruption comme redistribution, la corruption comme pression sociale, la corruption même comme bonne manière. Je vais donner un exemple. Il est le médecin de famille. Cousine, neveu, tout le monde l'appelle. Oh, mets-moi un arrêt maladie, mets-moi ci, mets-moi ça, tout ça. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade, mais tu sollicites une faveur, un avantage indu. Pourquoi? La corruption est là. Je l'ai dit avec votre confrère, Monsieur Sonovo Osiris, la corruption comme quemander. Et il m'a dit, quemander? Je vous l'aurais sorti. Oui. Je me suis abstenu. Il m'a dit, quemander? J'ai dit oui, et je vais m'expliquer. Vous savez, vous arrivez quelque part pour faire une course. Je ne vais pas citer nom de magasin. Vous arrivez quelque part pour faire une course. Et vous sortez, vous entendez, ah, faut-il gars, faut-il, oh, chouette. Il m'interpelle. Ça, c'est le déclaratif. Mais le performatif, on sait, c'est quoi? Je dois penser à sa condition, l'aider, peut-être avoir un repas chaud. Si je le fais, si j'exerce des fonctions, que je donne de l'argent à ce monsieur, vous me voyez, vous me surprenez en train de faire ça. Peut-être que vous n'allez pas immédiatement comprendre, parce que votre perception, vous m'avez vu simplement remettre un billet à un monsieur. Si le lendemain, vous voyez ce monsieur dans mon véhicule, quel est le lien que vous allez établir? Que ce monsieur me rend des services dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, moyennant ça. Voilà pourquoi les sociologues, les philosophes, estiment que des formes de supplémentage reviennent, se déversent dans les actes de corruption parce que ça alimente de façon insidieuse les infractions à la probité. Voilà pourquoi quemander aussi peut revertir l'acte corruptif. Revenons au quotidien. Vous n'aimez pas les philosophes, on va les oublier. Terre à terre. La mise en scène de notre vie quotidienne, là, concrètement. On se lève le matin, on va travailler, pour ceux qui sont bosseurs, hein, parce qu'il y en a qui dorment. On va travailler, on revient, on va essayer de jouer avec, prendre du temps pour les enfants, ou bon, voilà, pour nos relations sociales. On va se recoucher, et puis on répète, on répète, on répète, on répète. Qu'est-ce que l'homme veut, concrètement, sur cette terre? On a dit par le travail, tu vas te libérer et tu vas générer, assurer ton indépendance financière. Ou bien, il y en a qui estiment que le salaire qu'ils ont ne suffit pas. Et la seule caisse visible pour eux, ce sont les caisses de l'État ou les caisses de l'entreprise. Vous justifiez, ou vous allez justifier cela? Parce que ça ne suffit pas, donc il faut aller trépatouiller les caisses de l'État ou de l'entreprise. Moralement, on condamne. De façon légale, on condamne. Voilà ma position. Alors, élever justement la conscience à cette citoyenneté que vous voulez, serait-ce une garantie réellement de l'intégrité que nous visons? Je vais parler comme un ascète, c'est quasiment une mystique chez moi. C'est-à-dire une conviction spirituelle profonde. Je suis persuadé. Et vous le dites avec toute la conviction. Hein? C'est une affaire commune. Vous êtes dedans. C'est un effort collectif. Ce n'est pas le HCPC, je le répète, je le dis à tout le monde. Le Bénin nous appartient à nous tous. Nous sommes finissants. J'ai 48 ans. Combien le cosmique me donnerait? 40 ans, j'en aurais combien? Ou 50? 98? Bon, allez, on va essayer d'extrapoler. Il est extrêmement généreux avec moi. J'ai 100 ans.
Il me reste combien entre l'âge que j'ai aujourd'hui, que j'aurai dans quelques mois, et ma finitude matérielle? Il me reste combien? Qu'est-ce que je veux concrètement dire? Qui va prendre cette relève? Ce sont mes enfants, ce sont vos enfants, ce sont nos enfants. Et quand je parle, j'en transpire parce que je me dis que, de par mes grand-mères, d'ailleurs, c'est à cause d'elles que je suis revenu, j'ai accepté de revenir. Parce qu'elles m'ont dit, promets-nous de revenir servir le pays. Ablo, Yovo, Vio, Mano Dao, Wafi. Bon, on va revenir à notre préoccupation. Oui, donc je vous le dis, c'est important, mais c'est ça la préoccupation. Quelle est la maison commune que nous laissons à nos enfants? Répondez à la question et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque chacun va arriver à élever sa conscience à un certain niveau quasi spirituel, je n'ai jamais vu une religion inciter une âme à aller voler, à mentir, à dénigrer, à être mauvais, méchant. Je n'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, est-ce que la religion, est-ce qu'il est obligatoirement nous devons attendre que la religion demande cela à un être humain? Non. Est-ce que nous devons attendre que l'État demande à un être humain, à la béninoise, au béninois, d'être intègre? Non. Alors c'est un travail intérieur profond. Raison pour laquelle je dis c'est quasi spirituel. Et qu'est-ce qui nous manque alors individuellement pour qu'on atteigne ce niveau d'élévation? Il nous manque, et je prie mes concitoyennes et concitoyens de m'excuser, il nous manque un certain niveau de spiritualisation de l'infrastructure mentale. Dans l'affaire de la corruption, wow. Oui, oui. Français Bleuet, c'est vrai, j'avoue, mais non, il nous manque un certain niveau de spiritualisation de l'infrastructure mentale. Il se trouve qu'un développement durable ne peut se faire lorsque les gens partagent de la haine, de la méfiance les uns envers les autres. Lorsque dans un même pays, on ne prend pas, on ne regarde pas la même direction en disant « je ne suis pas pour ce que tu dis, mais si c'est vrai, je vais participer pour que ce que tu dis soit. » Lorsqu'on va commencer à faire ça, vous allez comprendre ce que je viens de dire. Alors, en dehors de ces sensibilisations dans les écoles et autres, quels sont les autres projets du HCPC pour pouvoir, la corruption zéro peut-être serait un vœu pieux, en tout cas pour pouvoir réduire au maximum ce fléau et atteindre peut-être le niveau de ces États qu'on cite en exemple aujourd'hui? Le haut commissaire a pour habitude de dire qu'on n'invente pas la roue. On va simplement regarder quelles sont les spécificités du Bénin pour essayer d'improve, comme on dit en anglais, d'améliorer les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? En dehors des campagnes de sensibilisation, il y a par exemple les manuels de procédure. Il y a même les manuels scolaires qui, de 2 à 7 ans, de 7 ans à 15 ans, de 15 à 21 ans, vont montrer, bien sûr, en fonction des cibles. Par exemple, pour la matière que je dis à 7 ans, nous aurons des images, en gros des bandes dessinées. Les Ivoiriens l'ont lancé. Ils l'ont lancé déjà. Et ça marche. Ils ont mesuré déjà sur 6 mois quel est l'impact. Les enfants commencent à parler des bons gestes à leur papa et maman. Nous, on va le faire ici. C'est prévu. On a une série d'activités au travers des short vidéos, des courtes vidéos, pardon, au travers du renforcement des capacités, mais au travers aussi d'un volet répressif qu'on n'oublie pas. Ça reste en dessous. Ce n'est pas l'ongle pourri du vernis, pas du tout. Hein. Ça reste là. Mais si il y a toujours des infracteurs aussi téméraires pour défier l'État, alors on dégaine le volet répressif. Donc, il y a plus de 26 activités. Nous ne sommes pas des démagogues au commissariat à la prévention de la corruption. On essaie donc, actuellement, nous sommes en train de réajuster un peu les choses, tenant compte, parce qu'on a vu grand, tenant compte du programme, les programmes scolaires. Il y a par exemple, les directeurs départementaux à qui nous voulons parler, qui ne sont pas disponibles parce qu'il y a ça, il y a ça. Donc, il faut réajuster tout ça pour pouvoir déployer le reste. Allez, on va finir sur la dernière évaluation par ces experts onusiens, qui sont venus donc apprécier à travers un examen notre mécanisme. On vous a écouté dans ce communiqué final qui vous ont fait des observations et des recommandations. Quelles sont-elles et aussi comment vous comptez les impliquer dans vos politiques existantes de lutte contre la corruption? Vous allez me permettre d'être économe en mots parce que justement dans le cadre du mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption, donc la Convention Merida, à partir du moment où la visite pays qui a eu lieu du 6 au 8,
les examinateurs, c'était la Suisse et la Gambie. Il y a eu le secrétariat de l'ONUDC qui était présent. À partir du moment où on n'a pas eu de façon formelle le résumé analytique, nous ne pouvons pas parler des recommandations. Il est vrai que le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption a reçu, je vais dire, allez, je vais schématiser la chose, des applaudissements. Sur un temps très court, vous avez fait ça, ça, ça. Parce qu'il faut que je rappelle quelque chose rapidement. La deuxième phase, nous sommes dans le second cycle, là, pour ne pas parler de phase, nous sommes dans le second cycle des examens. C'était de 2016 à 2021. Autrement dit, c'était passé. Nous avons au commissariat dire jamais. Avec la dynamique actuelle, on va relancer. Donc c'était un peu ce qu'on a fait les premiers mois. Relancer rapidement pour ne pas être à défaut, comme on le dit. Ça a été fait. Ils sont venus, c'est passé. Concrètement, ils ont vu. Je ne vais pas dire. J'ai déjà reçu quelques... Ils ont vu. En tout cas, ils étaient très contents. Ils ont soulevé... Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails aussi. Oui, bon, quand le rapport va sortir, je reviendrai alors. Oui, ils ont soulevé quoi? Quelles sont les insuffisances? Qu'est-ce qu'ils nous reprochent dans notre pratique de lutte? Concrètement, je puis le dire. Ce qu'ils nous reprochent, c'est de ne pas encore parvenir à une loi fixant un cadre juridique de la protection du lanceur d'alerte. Ah. Voilà. Voilà. Et au Haut Commissariat à la prévention de la corruption, de répondre par la voix de son secrétaire général que nous avons nos particularités, singularités au Bénin, que la réflexion y est. La preuve, je leur ai dit, je leur ai montré le document, je leur ai montré le document, je dis, nous avons tous les éléments techniques. Le ministère de la Justice et de la Législation fait aussi un travail. Laissez-nous le temps. Laissez-nous le temps. Il paraît qu'en Afrique, on sait bien danser. Laissez-nous le temps. On suit la musique. Allez, monsieur Atineo, on va devoir partir. En guise de conclusion, vous, au HCPC, quels sont vos rêves dans la lutte contre la corruption, vos objectifs à court, moyen et long terme? Ce que vous voulez. Je ne rêve pas, je visualise. Ok, visualisez. Et en visualisant, j'ai foi en ce qu'au Bénin, pas peut-être dans 1 an, dans 2 ans, mais j'ai foi en ce que dans notre pays, chacun soit touché par cette foi de la culture d'intégrité, de la nécessité de la culture d'intégrité. Et ça viendra. Ça viendra. Soyez patients envers vous et envers votre pays. Je demande simplement aux gens de la tolérance et de l'humanisme dans chaque pensée, dans chaque action. Et laissez le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption travailler. Participez aussi. Vous pensez qu'on est à charge sur le HCPC? Non, pas le HCPC. C'est pas le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption. Ça ne constitue pas un problème. Mais je parle du pays en général. Je parle de nous, dans notre quotidien. Soyons patients, tolérants envers nous. Et gardons la foi. Il faut, chacun de par sa position, aller au-delà de certains courants, de certaines susceptibilités, de certains esprits partisans, pour croire que la culture d'intégrité au Bénin est nécessaire à ce que nous voulons obtenir. De la croissance économique, le développement durable, la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Merci beaucoup, monsieur Olivier Charles Atineo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Avec vous, nous avons abordé l'approche du HCPC dans la lutte contre la corruption à l'aune de ses attributions et de ses missions. Nous avons essayé d'aborder également le lien qu'il y a entre, ou la limite si vous préférez, entre la générosité et les actes de corruption. Nous vous remercions, monsieur Atineo, pour ce niveau des échanges. Merci aux téléspectateurs aussi, vous qui nous avez suivis depuis le début jusqu'à cet instant. La lutte contre la corruption est un combat de tous les jours. C'est un fléau qui gangrène toutes les démocraties. Corruption zéro, en tout cas, c'est pas un vœu pieux, mais on essaie de tendre vers. Et surtout, le HCCPC voudrait que nous travaillions tous à notre niveau pour élever notre degré de citoyenneté. Il dira que c'est une question spirituelle du mind.
Il faudrait qu'on l'atteigne pour pouvoir donc conserver cet état de droit que nous essayons de mettre en place, puisque la corruption l'affaiblit totalement. Pour que une justice sociale, il faudrait que le combat soit à tous les niveaux. Ce n'est pas celui seulement du ICPC. C'est essentiellement ce que nous avons dit sur ce plateau. Espérons que vous avez pu puiser l'essentiel de nos échanges. Nous vous donnons rendez-vous pour les autres programmes. Et je rappelle à ceux qui nous ont pris au vol que cette émission reste disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Etelebena. Et téléchargez l'application Etelebena pour nous suivre un peu plus facilement. Etélé avec vous, pour vous. Le programme se poursuit.